Alors, je voudrais dire quelques petites choses sur, attention, c'est l'épreuve maths générale de 2017, qui est un très joli problème, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Mais là, je veux faire un focus sur la question grand 1, la partie 1, question 6. Il s'agissait ici d'étudier des classes de similitude de certaines matrices nilpotentes en dimension 4. C'est pas quelque chose en soi de difficile, mais il y a un certain savoir-faire. Entre parenthèses, je conseille de regarder pour plus de précision justement le livre qu'on a fait avec Jérôme Germoni, Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, dans le chapitre grand 3, où les choses sont faites et où on explique la suite des noyaux itérés qui s'essoufflent et le scindage des noyaux itérés. Voilà, si on devait donner le secret de l'étude des nilpotents, c'est sur ces deux choses. Noyau itéré, la suite s'essouffle. Deuxièmement, le scindage des noyaux itérés. On va le voir sur cet exemple. C'est vraiment important de comprendre les matrices nilpotentes. Parce que si vous voulez étudier une classe de similitude, d'une certaine matrice carrée, bon, vous, quitte à aller dans le corps de décomposition du polynôme caractéristique, vous pouvez supposer qu'il est scindé, là vous utilisez le lemme des noyaux, et vous avez des sous-espaces caractéristiques, donc vous pouvez regarder dans la restriction, l'induit, à chaque sous-espace caractéristique. Et là, c'est sous la forme lambda identité plus un nilpotent. Et comme lambda identité, c'est une homothétie, c'est diagonalisable dans n'importe quelle base, ça commute avec tout. Le problème, ça va pas venir de lambda identité, ça va venir du nilpotent. Et donc, au final, ce qui va compter dans votre compréhension des classes de similitude, c'est votre connaissance de cette même compréhension, mais pour les classes de similitude de matrice nilpotente. Voilà. C'est pour ça que je préfère insister là-dessus. Donc regardez, d'accord. La question c'était la suivante, c'est la question 6. Donc soit U dans L de E avec dim de E égale 4. On était sur un corps quelconque, bon il était de caractéristique 0, mais ici ça sert à rien. U nilpotente d'indice 2. Bon. Montrer qu'il existe une base dans laquelle U s'écrit soit comme ceci, soit comme cela. Avec ces deux, c'est cette matrice. Alors je ne sais pas si c'était cette matrice ou ça transposait, mais ça revient au même. Donc je pense que c'était cette matrice. Alors, bien sûr, avant, on avait, à la grecque, il y avait au programme Jordan, les réduites de Jordan. Donc avec Jordan, on dit ça vraiment facilement. Maintenant, ça y est plus. Donc on peut pas dire c'est juste des réduites de Jordan et puis c'est un théorème qu'on sait. Bon, donc on est obligé de le faire à la main et c'est ce à la main qui demande un certain savoir-faire. Et là, j'aime même pour un exercice aussi simple parce que quand même d'indice 2, c'est d'accord, d'indice 1. Ça veut dire que c'est nul. Et là, on est monté juste d'un étage par rapport à l'indice 1, c'est l'indice 2. Donc, c'est pas non plus, on n'est pas rentré dans la difficulté mécanique, quoi. On va s'en sortir. Mais tout de même, il y a un certain savoir-faire, et ce savoir-faire, il est basé sur une vision intéressante qui est celle des tableaux de Young, et que je vais présenter même pour cet exercice-là. Alors les tableaux de Young ne rentreront pas du tout dans la solution, telle que on la rédigera, mais dans l'intuition et la vision que l'on a d'une classe de similitude. Voilà, de matrice nilpotente. Donc regardez, donc je vous donne la solution. Bon, vous pouvez le chercher, voilà. Comme c'est d'indice 2, donc ça veut dire que U est différente de 0, sinon ce serait d'indice 1, et U2 égale 0. Voilà. Donc, alors là, il y a la spécificité indice 2 pour des matrices. La spécificité d'indice 2 pour des matrices nilpotentes, c'est que IM-U est inclus dans ker-U. Et ça, faut pas le louper. Après, si on avait un truc, la même chose avec indice 3, on pourrait pas le faire. Mais pour indice 2, ça peut se faire encore. Ça veut dire que IM-U est inclus dans ker-U. Et donc, si j'appelle K la dimension de ker-U, la formule du rang me dit que 4 moins K est inférieur à K, en prenant la dimension ici. Donc ça veut dire que K
est supérieur à 2. Et donc, ça veut dire que K, c'est 2, 3 ou 4, mais certainement pas 4, parce que si K est égal à 4, ça voudrait dire que U est nul, ce qui n'est pas. Donc, K égale 2 ou 3. Alors, pour des questions de généralité, c'est-à-dire pouvoir faire cet exercice dans une plus grande généralité, j'aime bien faire les choses comme ça. Regardez, je regarde la suite des noyaux itérés, donc c'est vite fait, parce que vous avez ker U, d'accord, qui va être de dimension 2 ou 3, donc disons 3. Pour commencer, ça va être plus simple. Hein. Plus c'est nul, plus c'est simple, hein, d'accord. Donc 3. Et là, c'est inclus strictement dans ker de U2. D'accord ? Entre parenthèses, on se rend compte que ker de U2, c'est E, évidemment. Donc ça, c'est dimension 4. Donc j'ai mis les dimensions 3 et 4, et on constate que la suite s'essouffle. Hein. 0, 3, 4. Hein. C'est une suite qui est concave, hein, en quelque sorte. Et si ker U égale 2, de toute façon ici on a toujours 4, ça c'est donné par l'énoncé, et ben on a 2 et 4. Pareil, ça s'essouffle, mais au sens large, disons. 0, 2, 4. Hein. Bon. Alors, c'est là où j'utilise les tableaux de Young. Ceci, mais dans ma tête, hein, en quelque sorte, ou sur le brouillon, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est au programme et on va dégainer des tableaux de Young, mais c'est pour la vision des choses. Ici, je vais mettre le noyau, d'accord, de dimension 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est en attente d'une base. Hein. On va mettre 4 cases qui sont en attente d'une base, ici, dans lequel la matrice U va s'écrire comme ceci ou comme cela. Alors ici, je mets mon noyau de dimension 3, et je vais mettre ici une case au-dessus avec 4. Et comme la suite s'essouffle, eh ben, on aura moins de cases au deuxième étage qu'au premier étage. Bon, maintenant pour 2, 4, ben, je mets 2, 2, ben, on en a moins, mais au sens large, parce qu'elle s'essouffle au sens large. Voilà. Alors maintenant, ça, c'était la suite des noyaux itérés qui s'essoufflent. Le tableau de Young. Là, ici, base d'un supplémentaire de ker U. C'est ça qui généralement n'a pas été bien fait. Base d'un supplémentaire de ker U. C'est-à-dire que ce qui est important, et ça va être ça la partie scindage des noyaux itérés, c'est-à-dire que ici, on a des inclusions et on va scinder. C'est-à-dire qu'on va prendre un supplémentaire de ker U dans E. D'accord ? En fait, ces cases correspondent, puisque ça veut être des bases, ça veut dire qu'on va prendre ker de U, et ensuite on va prendre ici un supplémentaire de ker de U dans E. Donc, base d'un supplémentaire de ker de U, alors on va l'appeler E1, puisqu'ici, un supplémentaire de ker de U est de dimension 1, et là, un supplémentaire est de dimension 2. Voilà. Donc, on choisit cette base. Donc ici, je vais mettre 1, et là, je vais mettre 1 et 3. Alors, vous verrez pourquoi je ne l'appelle pas 1, 2, hein, 1 et 3. D'accord ? Et maintenant, deuxièmement, ben, je dis que l'image par U de cette base, d'un supplémentaire, est libre dans ker U. Alors, oui, d'abord, elle est dans ker U, puisque U2 égale 0, donc ça, c'est clair. Donc, elle est bien dans ker U, l'image de E1, ou là, l'image de E1 et de E3. Et c'est libre. Ah, pourquoi c'est libre? Alors, c'est libre parce que, ici, comme E1 est dans un supplémentaire de ker U, ben, entre autres, U de E1 est non nul, donc c'est libre. Et là, ben, on peut dire que la restriction de U à ce supplémentaire est injective, puisqu'on est dans un supplémentaire de ker U. On a l'intersection avec le noyau est nulle. Donc U sur ce sous-espace est injectif. Et on sait que quand on a une application linéaire injective, elle envoie une partie libre sur une partie libre. Donc ici, on a l'image par U est libre. Donc on va regarder, ici l'image, je vais l'appeler E2, ici je vais l'appeler E2 et E4,
respectivement l'image de 1 et de E1 et de E3. Et maintenant, eh ben, je complète, vous voyez, j'ai maintenant, alors ici, comme c'est libre dans Ker de U, eh ben, pas de problème, c'est une base de Ker de U, mais ici, comme c'est libre dans Ker de U, ben, je complète en une base de Ker de U. Donc on complète dans une base du noyau Ker de U. D'accord ? Et donc maintenant, j'ai construit ma base, et j'ai plus qu'à regarder U dans cette base. Donc regardez, E1 va vers E2, E2 va vers 0, E3 va vers 0, E4 va vers 0. Donc c'est exactement cette matrice-là. Et là, E1 va vers E2, E3 va vers E4, c'est exactement cette matrice-là. Voilà. Donc on a les deux classes de similitudes, elles sont évidemment différentes, puisque si ces deux matrices étaient semblables, elles auraient même dimension de noyau, ça c'est clair, ce qui est faux. Donc voilà, on a répondu à la question. Ce qui était le plus important, c'était 1. Alors, bien sûr, il y a l'astuce de l'indice 2, qui là est très particulière. Après, moi je voudrais qu'on regarde les choses un peu plus dans la généralité, mais une fois utilisé cette histoire d'indice 2, c'est surtout la suite des noyaux itérés qui s'essoufflent, l'écriture des tableaux de Young et surtout le scindage des noyaux itérés partir du haut. C'est-à-dire que les candidats qui sont partis du bas et qui ont essayé de compléter comme ça, eh ben, ils sont forcément trompés parce que y a forcément un problème. Le tout, c'est de savoir partir du haut. Voilà.